7h43 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité ce matin, c'est Éric Petitgan. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Vous avez publié vos résultats comme l'ensemble du secteur bancaire, des résultats records sur l'ensemble des activités, qu'un résultat net part du groupe de plus de 4 milliards d'euros en hausse de 2,3% sur un an. Oui, mais il y a une épine dans le pied, la taxe d'IS, l'impôt sur les sociétés. Alors ça pèse bien plus chez vous que chez d'autres banques. On était que Thierry Laborde de la BNP la semaine dernière, il nous disait, moi j'ai 10% de mon activité finalement en France, ça ne me coûte pas très cher. Vous, oui, parce que vous êtes très présent en France. Pour vous, c'est une taxe sur quasiment le Made in France. C'est ça, c'est une taxe sur le Made in France. Alors déjà pour commencer, je voudrais dire que je suis très fier de nos équipes pour les résultats obtenus et puis je suis reconnaissant vers nos élus. On a un modèle original, vous le savez. Ce modèle original, il est effectivement un peu pénalisé parce qu'on est très présent en France, on est la plus française des banques françaises et les mécanismes qui sont en place au plan fiscal nous avantagent pas du tout. Et c'est vrai que c'est un peu désespérant de se dire qu'on contribue, ça on n'est pas gêné de contribuer à l'effort public, mais on contribue de façon déséquilibrée et chez nous ça pèse très très lourd. On se retrouve avec un taux d'imposition qui dépasse les 30%. Je veux dire en termes de compétitivité, c'est pas supportable à terme, donc il y a quand même un problème. C'est presque 400 millions d'euros, 377 exactement. Au total on paye 1,8 milliard d'impôts. Je ne sais pas si vous imaginez, on est parmi les plus gros contributeurs fiscaux français, alors qu'on n'est de loin pas la plus grande entreprise française. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas très bien dans le système. C'est-à-dire qu'à la fin, on se dit, pourquoi avoir une activité en France ? En fait, nous, pourquoi ? C'est nos gènes, c'est bien c'est sûr, notre histoire, mais ça pousse etc. à aller ailleurs. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut inciter certaines entreprises à avoir des stratégies qui sont des stratégies de contournement. Et en fait, on voit bien qu'à trop taxer, finalement, on aboutit à ce qu'il y ait des effets pervers et ça ne produit pas les effets escomptés. Donc ça pénalise ceux qui restent vertueux, ceux qui sont plus français que les autres. Il faut quand même garder de l'activité en France, on en a besoin, nos concitoyens en ont besoin. Et le système n'est pas bon. Donc oui, c'est vrai que ça incite probablement plein d'entreprises à mettre les charges en France et puis les revenus ailleurs. Si on regarde sur l'ensemble de votre dynamique, ça grimpe partout. La dynamique commerciale est là. Reprise du crédit, normalisation progressive des taux, ça soutient la progression de crédit. Vous avez un coût du risque qui recule. Il n'y a pas d'inquiétude aujourd'hui sur des problèmes de remboursement, notamment du côté des entreprises, avec la hausse des défaillances. C'est pas systémique ni une inquiétude pour vous? Alors c'est pas systémique, non, on peut pas dire ça. Par contre, on est revenu à des niveaux qui sont plus élevés que ceux qu'on a connus après la période du Covid et après le quoi qu'il en coûte et l'argent facile. Mais on reste, on est attentif, pas préoccupé. Voilà, je pourrais le dire comme ça. Il y a quand même des entreprises qui subissent des difficultés, beaucoup plus que ce qu'on connaissait ces dernières années. Donc il faut rester prudent. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le tissu économique français, on a là ce matin un taux de chômage qui augmente, mais une croissance qui tient, avec des crédits qui se font, une demande qui est là quand même. Alors la demande, elle est à des niveaux nettement plus bas que ce qu'on a connu là aussi. On reste, mais elle repart. C'est ça le côté positif. C'est-à-dire qu'on a eu une année 2024 notamment qui était, de ce point de vue-là, c'était atone. Il n'y avait pas de demande, on avait des encours de crédit qui ne progressaient plus. Et historiquement, on n'avait jamais vécu ça. Là, ça repart et on sent qu'il y a... En fait, il y a un effet de déport, c'est-à-dire que les projets qui n'ont pas pu se concrétiser, les gens finissent par les faire, par avancer quand même, et donc c'est en train de repartir. Ça, c'est le côté très positif. Sur la dynamique commerciale, Daniel Ball, qui vient régulièrement et qui défend le dividende sociétal, était venu nous annoncer une initiative qui nous avait quand même marqué, le fait d'arrêter les questionnaires de santé pour les crédits professionnels. Est-ce que ça a marché ? Ça a été lancé en novembre. Est-ce que ça amène des clients ? Est-ce que vous en tirez un premier bilan positif ? Alors, ça n'amène pas nécessairement de clients, mais en tout cas, ça crée très clairement un contexte très positif. D'abord, en interne, nos salariés sont fiers de ça. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de messages qu'on a reçus en interne, de chargés d'affaires entreprises, de CDC Pro, qui nous disent, mais on est fiers. On est fiers d'être dans une entreprise qui pense aux autres, qui pense différemment. Et puis après, je pense que ça fait bouger les lignes. On se sent porteur d'un mouvement, de quelque chose qui permet d'innover, quelque chose qui permet d'être solidaire authentiquement. Alors après, est-ce que des gens viennent spécifiquement ouvrir des comptes ? C'est difficile. C'est difficile à dire. On peut pas le mesurer comme ça. Mais en tout cas, la dynamique qui est la nôtre, elle vient, entre autres, j'imagine, de ce genre de situation. On est perçu différemment, très clairement.
Et sur l'opération, notamment sur les cartes de crédit ou sur les packages bancaires, vous n'avez plus de frais sur les cartes à l'étranger. Exact. Ça aussi, vous dites, je ne sais pas si c'est une fierté en interne, mais ça fonctionne auprès des clients? Alors ça fonctionne, encore faut-il le faire savoir, et merci d'en parler, parce qu'il y a tellement une espèce de pensée là, courante sur le fait que c'est uniquement les banques en ligne. Non, pas du tout, on s'adapte, on évolue, et là aussi ça crée les conditions pour que les gens se posent la question, à quoi ça sert finalement d'être dans une banque où il n'y a que du digital? Autant avoir le meilleur des deux mondes, le meilleur du digital et le meilleur de la banque de réseau. C'est ce qu'on propose, et y compris avec des offres totalement compétitives. Mais c'est un moyen d'aller sur les plates-bandes des banques en ligne quand même. Alors c'est vrai qu'elles innovent, elles apportent quelque chose de nouveau, et ça il faut le reconnaître, et c'est bien d'être dans un monde où il y a de nouveaux acteurs. Nous, on ne veut pas se laisser disrupter, très clairement, et moi je ne crois pas à un monde qui soit que digital. Donc en fait, on fait tout ce qu'il faut pour être présent, pour offrir le meilleur des deux. On a tous une vie réelle, ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, et puis une vie digitale. On veut être présent sur les deux, et on s'inspire des meilleures pratiques dans les deux mondes. La stratégie de croissance interne se poursuit. Il y avait eu cette opération d'OLB en Allemagne, c'était à peu près il y a un an, en mars 2025. C'est quoi le premier bilan que vous pouvez faire, et qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle opération? Je crois que Daniel Bâle a dit que la croissance externe n'était pas terminée. Alors le premier bilan, c'est un petit peu tôt pour le faire, parce que malheureusement, entre le moment où on décide de faire une opération, où on est d'accord, et le moment où on a les agréments, il se passe plusieurs mois, et donc en fait l'opération, elle n'a été concrétisée que le 2 janvier. D'accord. Donc on a fait le chèque le 2 janvier, et donc on est propriétaire réellement d'OLB depuis cette date. Donc c'est un petit peu court là, encore. Vous rapprochez les équipes, quoi. Voilà, exactement, on fait connaissance, parce qu'avant on n'a pas trop le droit de le faire. Avant il y a les règles de concurrence qui font qu'on n'a pas le droit de se parler, ou très peu. Donc là on fait connaissance, effectivement, c'est ça. On a beaucoup d'espoir en Allemagne, notre volonté c'est d'en faire notre second marché, et on a aujourd'hui plus de 9500 collaborateurs, c'est 12% de nos effectifs, donc on va vraiment faire de l'Allemagne la deuxième plateforme sur laquelle nous développer. Après, la croissance endogène, c'est-à-dire par nous-mêmes, c'est bien, on y croit, ça prend du temps, et on a des ambitions mesurées sur le sujet. Et donc, il faudra probablement mettre à profit notre solidité. On a beaucoup de fonds propres disponibles. On est la banque la plus sûre, une des plus sûres d'Europe, la plus sûre en France. Donc vous avez de quoi faire des acquisitions? On a de quoi faire des acquisitions, et on regarde, on est attentif. Après, il faut trouver la bonne opportunité, évidemment. L'ensemble du secteur bancaire, mais aussi du private equity, a beaucoup évolué ces derniers mois sur les questions de défense. Est-ce que c'est votre cas aujourd'hui? Est-ce que vous avez changé votre logiciel? J'ai envie de dire pas trop, parce que nous, on a toujours été conscients qu'il fallait être présent, qu'il fallait se positionner sur... Mais toutes les banques me répondent ça, et toutes les industries de défense disent le contraire. Alors, la réalité, c'est qu'il y avait peut-être moins besoin d'investir dans le passé. Et c'est vrai que quand on regarde les investissements qui ont été faits, la croissance des encours de financement de l'industrie de défense française, voire européenne, il y a une très forte accélération, bizarrement, depuis l'élection de M. Trump aux États-Unis. Donc vous dites qu'il n'y avait pas de demande, c'est pour ça qu'on allait passer dessus. Il y avait moins de demandes, c'est vrai, et donc là, il y a une espèce de prise de conscience qu'il faut réindustrialiser, qu'il faut redevenir souverain et mettre de ses capacités, et donc il y a des plans d'investissement qui sont probablement, effectivement, beaucoup plus forts. Les banques accompagnent, tout simplement. Donc aujourd'hui, vous financez la défense comme c'est devenu n'importe quel secteur? C'est pas n'importe quel secteur, c'est un secteur qui est très important, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, c'est ce qui permet de protéger la société. Moi j'aime bien le terme de défense, parce que souvent on le voit sous l'angle de l'attaque, mais il faut d'abord se défendre, et je suis pas sûr que... Je pense que les citoyens ont des avis nuancés sur la question, certains sont pour, d'autres sont contre, mais par exemple en Ukraine en ce moment, je crois que quand les Russes attaquent et quand ils balancent des bombes sur les citoyens, ils sélectionnent pas ceux qui sont pour ou contre. Voyez, donc, quand on est attaqué, il faut avoir les moyens de se défendre. Donc oui, nous, on joue pleinement le jeu là-dessus. François-Villeroy de Galhau a annoncé qu'il allait quitter son poste en juin. C'est avec un an d'avance sur la fin de son mandat. Quelle réaction vous avez eue à l'annonce de cet arrêt de François-Villeroy de Galhau? Écoutez, c'était pas attendu, donc ça a été une forme de surprise, mais la seule chose que je peux dire, c'est que le bilan du gouverneur est très bon. Il a incarné de la stabilité, il a eu des positions mesurées, et c'est important dans une période où, particulièrement en France, on ne sait plus trop où on va, on a une ligne économique qui n'est pas très très claire. Lui, il a su bien positionner les choses entre les impératifs économiques et puis la politique monétaire. De la stabilité, on n'était pas forcément d'accord sur tout, mais c'est normal, c'est la vie. Par contre, on pouvait discuter, et donc ça a été un très bon gouverneur. Vous souhaitez un profil identique, consensuel, issu des milieux bancaires?
Alors, je pense qu'il faut connaître le milieu bancaire, il faut connaître le fonctionnement financier, ça c'est très clair dans une fonction comme celle-là. Et puis, je le disais, la stabilité, je pense que c'est quelque chose d'important. La politique, les Français peuvent changer d'avis, on le voit, et d'ailleurs ils changent souvent d'avis, mais au plan monétaire, il faut de la constance, il faut de la mesure, il faut anticiper, il faut raisonner temps long, et donc il faut quelqu'un qui ait le profil pour le faire. Mais pas forcément un politique pur. Ah, il vaut mieux pas un politique pur, non. Ça, les politiques, il y en a déjà beaucoup. Donc, il faut aussi des gens qui s'occupent des aspects plus techniques et financiers, ça c'est clair. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Éric Petitgand, pour le Crédit Mutuel Alliance Fédérale.